Jacques Serret et vous sur Europe 1. Hier soir, 31 décembre, 20h, Emmanuel Macron a donc pris la parole. 2025 sera une année utile, promet le président de la République qui a présenté ses vœux aux Français. Et après être revenu en longueur sur les réussites de l'année 2024, Emmanuel Macron a surtout fait son mea culpa pour avoir dissous l'Assemblée nationale. Les explications d'Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1. Oui, Emmanuel Macron reconnaît que cette décision a engendré de l'instabilité institutionnelle et qu'il était obligé de l'admettre. Je dois bien reconnaître ce soir que la dissolution a apporté pour le moment davantage de division à l'Assemblée que de solutions pour les Français. Si j'ai décidé de dissoudre, c'était pour vous redonner la parole, pour retrouver de la clarté et éviter l'immobilisme qui menaçait. Mais la lucidité et l'humilité commandent de reconnaître qu'à cette heure, cette décision a produit plus d'instabilité que de sérénité et j'en prends toute ma part. Emmanuel Macron précise tout de même que cette instabilité est temporaire et espère que l'avenir lui donnera raison en poussant les députés à trouver des compromis. Dans le cas contraire, le chef de l'État annonce faire appel aux Français. Nous aurons des choix à faire pour notre économie, notre démocratie, notre sécurité, nos enfants. Oui, l'espérance, la prospérité et la paix du quart de siècle qui vient dépendent de nos choix aujourd'hui. Et c'est pour cela qu'en 2025, nous continuerons de décider. Et je vous demanderai aussi de trancher certains de ces sujets déterminants. Car chacun d'entre vous aura un rôle à jouer. Selon les informations d'Europe 1, ces sujets seront tranchés par référendum ou via l'organisation de plusieurs conventions citoyennes. Les explications d'Alexis de la Fontaine du service politique. Voilà pour la petite séance rattrapage. Si jamais vous avez raté l'allocution du président de la République hier soir à 20h, nous sommes en ligne avec Jean-Christophe Gallien. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jacques. Communicant et politologue. Cher Jean-Christophe, d'abord, bonne année à vous et ravi de commencer cette année 2025 avec vous, cher Jean-Christophe. Vous avez suivi, analysé les propos du président de la République hier soir. Est-ce qu'on a assisté finalement à son premier vrai mea culpa depuis la dissolution du 9 juin ? Moi, j'en suis pas tout à fait certain. J'ai même eu le sentiment, si vous voulez, que oui, il y avait... écoutez, j'ai appuyé sur le bouton, ça a créé de l'instabilité, mais pour l'instant, il l'a répété à 2 reprises. À chaque fois qu'il le disait, à chaque fois qu'il l'avouait, si vous voulez, il le corrigeait par ce pour l'instant, pour le moment. Comme s'il espérait finalement que dans les semaines, les mois à venir, cette dissolution pourrait lui donner raison. Oui, et puis surtout parce qu'il l'a tout de suite, immédiatement, non pas commenté, mais souligné sur l'idée que finalement, il avait donné la parole aux Français. J'ai voulu vous donner la parole et finalement il l'a dit lui-même. Cette assemblée qui est née de cette élection, oui, elle est diverse et divisée, mais elle représente une société française qui est diverse et elle-même divisée. Donc finalement il dit voilà, je peux pas grand-chose, je vous ai donné la parole, c'est vous qui avez choisi. Donc j'y vois peu, enfin de mon point de vue. Vous voyez pas de mea culpa. Vous le communicant politologue, vous voyez pas ça, parce que c'est un peu ce qu'on lit partout là depuis hier soir. Sur le côté, il admet une erreur. Non, pas du tout. Et je veux dire pourquoi ? Je veux dire parce que je pense que on assistait à une espèce de contre-narration hier soir. Vous avez dit que ça avait commencé par quelque chose d'inédit, effectivement. Avec cet extrait sur les belles images de 2024, exactement. Absolument. Qui raconte quoi ? Qui raconte avec une voix off présidentielle, ce qui est quand même assez étonnant. C'est pas la voix off de quelqu'un d'autre, c'est lui-même qui raconte à ses concitoyens l'année extraordinaire qui a été 2024, c'est-à-dire l'année de la grandeur, du retour de la grandeur de la France. En gros, c'est ça, parce que c'est à la fois la grandeur des actes d'aujourd'hui et puis la célébration des actes d'hier. C'est les combats qui ont été menés dans un monde qu'il a décrit comme très chaotique. La France, non, elle a maintenu sa grandeur et d'ailleurs, il le fixe dans une temporalité qui est assez étonnante puisqu'il parle de la fin d'un quart de siècle. Et il annonce finalement une temporalité pour une nouvelle frontière qui est celle du prochain quart de siècle, c'est-à-dire 2050. Donc non, moi j'y vois pas du tout. Je vois une contre-narration présidentielle à quelque chose qui est de dire aujourd'hui, oh là là, c'est la catastrophe, finalement tout va mal, les comptes publics sont en berne, sont en faillite, toute cette espèce de narratif de l'instabilité et voire de la chute de ce pays, et ben lui il raconte une autre histoire aux Français et je pense qu'il n'y a pas du tout, mais alors aucun mea culpa. Et j'y vois même quelque chose de différent parce que quand vous parliez de cette possibilité de faire appel au peuple, oui, il dit lui-même, mais vous savez, moi je suis toujours là et d'ailleurs il nous reste une capacité de nous parler directement
C'est-à-dire de quoi? De passer par-dessus une assemblée qui serait toujours ingouvernable et qui ne voudrait toujours pas avancer. Ouais, on va revenir sur ces questions des référendums, mais sur ce format de vidéo enregistrée qui débute par un extrait, voilà, les belles images de l'année 2024, extrait de 2 minutes. C'est vrai que c'était très surprenant. Vous, en tant que communicant, ce format, est-ce qu'il vous a surpris? C'est assez inédit pour des vœux du 31 décembre. Ah bah oui, ça c'est clair qu'il était très surprenant. C'était certainement évidemment la volonté incroyable, parce que quand d'habitude on a cette espèce d'annonce des vœux officiels avec cette vue de l'Élysée, on plonge pas directement dans un récit récapitulatif, vous savez, ce résumé de l'année 2024. On a quelque chose qui est évidemment très vivant, qui cadre la situation, qui raconte ce qu'il veut raconter par la suite. Bon, là on était je vous dis, cette espèce de clip qui montre quelque chose qui est une France de la reconquête, une France qui finit ce quart de siècle dans des moments de grandeur. Évidemment, Notre-Dame, les Jeux Olympiques, aussi les célébrations d'un passé glorieux, d'un passé uni, où finalement tout le monde s'était... Oui, je crois qu'on est en train de vous perdre, Jean-Christophe Gallien, bougez pas. On essaie de rétablir correctement la connexion avec vous. De toute façon, c'est l'heure de faire une courte page de publicité. On vous retrouve dans un instant. Jean-Christophe, ne bougez pas, restez bien sur l'antenne d'Europe 1. Il est 11h11, vous écoutez Jacques Serret jusqu'à 13h. On décrypte les vœux du président d'hier soir. Vous pouvez aussi réagir, n'hésitez pas au 01 80 20 39 21. Belle matinée et une très belle année à l'écoute d'Europe 1. Jacques Serret et vous sur Europe 1. Merci de nous rejoindre, il est 11h13. Vous êtes bien sur Europe 1 et avec Jacques Serret, on décrypte les vœux du président d'hier soir à la télé et sur Europe 1 que vous avez écouté à 20h. Vous pouvez réagir au 01 80 20 39 21 et Jacques, on en parle avec votre invité, le politologue et communicant politique Jean-Christophe Gallien. Oui, on a retrouvé Jean-Christophe Gallien. Jean-Christophe, c'est vrai qu'on analysait ensemble cette allocution d'Emmanuel Macron hier soir. Alors pour vous, pas de mea culpa. L'autre volet de cette allocution, de ses vœux aux Français, voilà, c'est qu'il se tourne sur cette année 2025 et que, sans le dire, il nous prépare à des consultations. Alors, il ne parle pas de référendum, mais c'est ainsi qu'on l'interprète. Est-ce que c'est juste? Est-ce qu'il faut se préparer à aller voter durant cette année 2025 sur des questions de société? Je pense que là aussi le message est très politique. Je pense qu'il est moins sur le fond que sur cette arme qu'il peut dégainer dans un contexte où il le dit, je serai là. Il passe du nous. Vous savez, pendant toute la première partie de son intervention, il s'est plutôt caché derrière un nous. Et puis il est redevenu Emmanuel Macron qui dit je, lorsqu'il a dit je serai vigilant quant à la bonne tenue des finances publiques, quant à l'instauration de quelque chose qui pourrait être enfin un compromis sur des textes importants, qui sont des textes de base, qui sont les plus décisifs pour l'avenir de notre pays. Et puis, en gros, il dit si ça fonctionne pas comme ça, eh ben, il y a toujours la possibilité de vous donner la parole, si vous avez chacun votre rôle à jouer là-dessus. Et donc, je pense que c'est aussi, bien sûr, une capacité de demander au peuple français directement de statuer sur certains sujets, référendum. Mais statuer sur quoi, justement, Jean-Christophe? Eh ben, justement, je pense qu'il l'a pas tout à fait décrit, parce que c'est quelque chose qu'il dit... Voilà, c'est même pas tout à fait, c'est absolument pas. On ne sait absolument pas sur quoi veut nous emmener le président. Il nous a parlé de sujets qui pourraient être l'éducation, qui pourraient être des enjeux de ce type. Mais là, je pense qu'il s'agit de quelque chose qui est beaucoup plus proche de la réalité d'une menace institutionnelle sur l'Assemblée nationale qui ne fonctionnerait pas, qui demeurerait dans un état, si vous voulez, d'ingouvernabilité. Et donc, finalement, il n'est pas rentré dans les sujets parce qu'il n'a même pas parlé de société, il n'a pas parlé d'immigration, il n'a pas parlé de sécurité, il n'a pas parlé de quoi que ce soit. Il a simplement dit vous serez, en gros, consultés. C'était presque si jamais ça ne fonctionne pas mieux. Vous voyez ? Mais est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe, Jean-Christophe, à la fois appeler à l'unité du pays et en même temps soulever cette possibilité d'un référendum? Et on sait, quand il y a un référendum, qu'il y a une question posée, il y a les pour, il y a les contre, il y a le oui, il y a le non. Ce ne sont pas forcément des séquences qui poussent à l'unité du pays. Non, vous allez même polariser davantage parfois. C'est-à-dire que vous aurez par exemple quelque chose sur l'immigration, vous auriez évidemment certainement une forte majorité aujourd'hui qui voudrait, mais quoi, à quelle question d'ailleurs, vous pouvez répondre difficilement, c'est tout à fait difficile. Et c'est pour ça que je vous dis, il s'agit
de mon point de vue, si vous voulez, dans l'émission de ce message hier, c'était très offensif dans l'idée que, vous savez, tout le monde pense que je vais partir, tout le monde me demande de démissionner. L'objet du débat public aujourd'hui, c'est de savoir si je vais rester ou pas. Ben moi, je vous dis non seulement je vais rester, mais en plus, je peux même non pas gouverner, mais demander aux Français ce qu'ils pensent, voire demander aux Français d'essayer sur un sujet très au-delà de l'Assemblée nationale. Une autre question, Jean-Christophe Gallien, politologue, communicant. Cette possibilité de référendum, elle peut être risquée aussi pour le chef de l'État. Si demain il veut consulter les Français, on imagine, s'il pose une question aux Français, c'est que lui-même il va prendre position, ou du moins le camp présidentiel va être amené à prendre position. En cas de désaveu des Français, cela peut l'affaiblir. C'est vrai que on peut très bien se retrouver face à un dernier joker aussi, hein. C'est évident. C'est-à-dire que on a globalement tous en mémoire le cas du général de Gaulle. Exactement. Vous avez la possibilité de vous retrouver face à une situation où si la question est mal posée, où les questions sont mal posées, où les formats exigent une réponse assez dynamique sur le côté oui ou non, blanc ou noir, et assez binaire, vous pouvez vous retrouver en difficulté parce qu'effectivement, ça peut être un référendum anti ou pour ou contre vous. Vous savez, c'est quelque chose qui peut se passer en politique. Donc, j'imagine que là aussi, l'idée, c'est plutôt de travailler à l'inverse, c'est-à-dire de montrer que le président de la République peut proposer des sujets qui sont suffisamment, non pas vagues, mais en tout cas questionnés de manière à ne pas se trouver dans une position, évidemment, de polarisation contre lui. Mais tout ça est très risqué. Moi, c'est pour ça que je vous dis que je vois moins de certitude dans l'idée que ça va être utilisé qu'une menace ou quelque chose qui rappelle que le président de la République a des outils institutionnels, politiques, qui lui permettent non pas de se retrouver dans un coin du ring avec l'idée simplement dans le débat public qu'il doit ou pas s'arrêter et de proposer sa démission, mais qu'il peut encore une fois avoir peut-être un dernier joker. Alors pour le coup, ça vous avez raison dans l'idée que il peut toujours sortir quelque chose d'autre, c'est-à-dire un référendum, voire des formats qui appellent directement au peuple de se positionner sur certaines grandes décisions ou des sujets peut-être moins importants qui tournent autour effectivement de problématiques à régler de manière assez classique normalement au Parlement. Jean-Christophe Gallien, vous pouvez rester avec nous si vous le souhaitez, avec grand plaisir. On sera dans un instant en ligne avec député insoumis Thomas Porte, mais tout de suite il y a Romain qui nous appelle. Bonjour Romain. Bonjour à vous, meilleurs vœux. Meilleurs vœux, très bonne année à vous. D'où est-ce que vous nous appelez Romain ? De la région de Pélus, en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc vous avez regardé Emmanuel Macron hier soir, et regardé ou écouté sur Europe 1. Qu'est-ce que vous en avez pensé ? Parce que j'en ai pensé déjà que c'était pour moi un baroud d'honneur. Baroud d'honneur en proposant de redonner la parole au peuple. Alors, où, comment, pourquoi ça, moi j'attends de voir les questions qui vont nous être soumises. Mais est-ce que cela va être respecté aussi ? Ça, c'est la question qu'on s'est posée. Parce qu'à chaque fois que le peuple a voté ou autre, le choix n'a pas été respecté. Donc, vous faites référence au référendum de 2005. Voilà, référendum de 2005. Puis, alors, plus dans le temps un peu moins long avec les élections législatives aussi. C'était une sorte de référendum pour ou contre Macron, on va pas se le cacher. Les dernières législatives, là. Voilà, les dernières législatives, et le choix n'a pas été respecté. On le voit encore avec les gouvernements qui sont actuellement en poste. Donc voilà, moi je vois ça comme un dernier baroud d'honneur pour essayer de reprendre la main, pour essayer d'avoir quelque chose à la fin de son mandat qui soit positif, parce que là il y a du négatif. Donc voilà, et puis montrer que c'est lui le patron, parce qu'il est assez égocentrique. Ça, c'est mon avis. Et puis... Mais vous attendiez à ça, le fait que le président dégaine cette possibilité de référendum ? Ou ça vous a surpris ? Venant de lui, tout est possible, mais oui, j'étais un petit peu surpris. On a été un petit peu surpris, parce qu'on a été plusieurs à le regarder en disant, tiens, il va redonner la parole au peuple. Mais après, la question qu'on s'est posée de suite, c'est il redonne la parole au peuple. Pourquoi ? Pour quel sujet ? Et vous, par exemple, vous aimeriez vous prononcer sur quel sujet ? C'est compliqué parce qu'il faudrait avoir un petit peu les tenants et les aboutissants, parce que si on pose des questions du genre est-ce que vous êtes pour ou contre l'immigration, la majorité va dire qu'on est contre l'immigration, surtout en cette période de déficit actuel. Pour la fin de vie, je pense déjà quelque chose qui pourrait rassembler, ce serait un référendum sur la fin de vie, sur la réforme des retraites. Bon, j'y crois pas aussi. C'est une question qui serait pour moi impossible à poser lors d'un référendum. Mais déjà la fin de vie en premier
Oui. En premier lieu, oui, la fin de vie, je pense que ça serait quelque chose qui pourrait rassembler une majorité. Il y a déjà eu, par exemple, ce qu'on appelle une convention citoyenne. C'est vrai, il y a eu déjà des consultations sur ce point-là. Qui veulent des consultations qui veulent reprendre, à ce qui paraît, consultations qu'il y a eu pendant les Gilets jaunes, et que c'était Michel Barnier qui voulait reprendre les consultations. Donc on en est là. Oui, après, un référendum, pourquoi? Alors après, si on pouvait se baser un petit peu sur la Suisse, et puis c'est un peu compliqué à certains moments, mais la Suisse, où il y a vraiment la parole au peuple avec plusieurs questions, lors d'un référendum, je pense que ça pourrait être la bonne voie à prendre. Mais écoutez Romain, merci beaucoup de nous avoir appelés. Vous pouvez rester avec nous bien sûr si vous le souhaitez. On marque une courte pause et on se retrouve dans un instant dans Europe 1 et vous. Et comme Romain, vous pouvez réagir, chers auditeurs d'Europe 1, au 01 80 20 39 21. Jacques Serret et vous, c'est de 11h à 13h sur Europe 1. Oui Jacques. Et dans un instant, on retrouve le député insoumis Thomas Porte qui est en ligne avec nous. A tout de suite sur Europe 1. 11h-13h sur Europe 1. Jacques Serret et vous. Bonjour, c'est Alexandre Lemaire. C'est Olivier Delacroix. La grande famille Europe 1 vous souhaite une très belle année 2025. Bonjour, c'est Laurence Ferrari. Bonjour, c'est Frédéric Tadei. C'est Omblin Roche. Belle année 2025 sur Europe 1. C'est Cyril Hanouna. Bonne année 2025 sur Europe 1. Bonjour, c'est Pascal de la Tour du Pin. Bonjour, c'est Joe Hume. Belle année 2025 sur votre radio préférée, Europe 1. Bonne année! Bonne année! Bonjour, c'est Elisabeth Assayag. La grande famille Europe 1 vous souhaite une très belle année 2025. Bonjour, c'est Céline Géraud. C'est Dimitri Pavlenko. Europe 1 vous souhaite une belle année 2025. Bonne année! Il était une fois un petit chaperon rouge sachant comment ravitailler Mère Grand avec un panier frais bien dans son budget. Ben oui, chez Aldi, nos clients payent leurs fruits et légumes en moyenne 23% moins cher que la moyenne du marché. Alors plus besoin d'avoir peur du grand méchant passage en caisse. Aldi, la meilleure qualité à prix discount. Source Kantar, prix moyen payé au kilo de fruits et légumes chez Aldi versus prix moyen payé au kilo sur le marché, cumule 12 semaines au 3 novembre 2024. 11h, 13h. Jacques Serret sur Europe 1. 11h23 sur Europe 1. Très belle année à l'écoute d'Europe 1 et de Jacques Serret. Jusqu'à 13h, on parle des vœux du président hier soir que vous avez écouté à 20h sur Europe 1 avec vous au 01 80 20 39 21, Jacques. Oui, et nous sommes en ligne donc toujours avec Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant, et Thomas Porte, député insoumis de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis, est en ligne avec vous. Bonjour Monsieur Porte. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Qu'avez-vous pensé, vous, en tant que parlementaire de la France Insoumise? Comment avez-vous trouvé le président hier soir à la télévision? Un président dans le déni, qui évacue toute sa responsabilité. Si on reprend les vœux de 2023, j'ai écouté les vœux de 2023 d'Emmanuel Macron, c'est la même tonalité, c'est-à-dire que son bilan est globalement bon, qu'il présente son projet politique. Certes, il évoque la question de la dissolution et de l'instabilité, mais il passe sous silence une réalité. La dissolution, elle n'a pas créé plus d'instabilité. Elle a créé une réalité politique, c'est qu'Emmanuel Macron est ultra minoritaire dans le pays. Il a été battu 3 fois en 2024, aux élections européennes, aux élections législatives, et la motion de censure contre Michel Barnier, c'était contre la politique d'Emmanuel Macron. Tout ça est évacué par le président de la République, qui fait comme si ça n'existait pas et qui entend continuer à mener sa politique. Il dit je vais décider, il parle même de 2050 et il présente son projet alors qu'il n'a plus les moyens d'appliquer son projet. Il a été battu à plusieurs reprises aux élections, il n'a plus de majorité à l'Assemblée et il est plus isolé que jamais. Donc si la question doit se poser aujourd'hui, c'est celle du départ du président de la République. Vous posez la question du départ. J'aimerais juste revenir avec vous sur la dissolution. Le président est revenu dessus. C'est vrai que les observateurs politiques, globalement, expliquent que le président fait son mea culpa. Alors Jean-Christophe Gallien, qui est en ligne avec nous, communicant politique, n'est absolument pas sur cette ligne-là. Vous, Thomas Porte, est-ce que vous avez perçu une forme d'expression de regret de la part du chef de l'État sur cette dissolution du 9 juin ? Non, je crois pas qu'il y a une forme de mea culpa. Il y a simplement un constat où il dit j'ai dissous, puis finalement ça n'a pas eu l'effet que je souhaitais, mais il n'en tire pas la conséquence, parce que celui qui a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, c'était certes son droit, c'est le président de la République, mais le message qui a été envoyé dans les urnes avec une participation massive aux élections législatives, c'était de battre la politique d'Emmanuel Macron. Et nous aurions dû avoir un gouvernement qui était issu du nouveau Front populaire. J'écoutais votre auditeur qui était à l'antenne juste avant moi, qui expliquait justement qu'il y avait un sujet dans ce pays, parce qu'on parle de consulter le peuple, de redonner la parole au peuple, mais quand le peuple est consulté et qu'il se déplace massivement dans les urnes, comme c'était le cas aux élections législatives, on ne respecte pas le résultat des élections. Et ça, Emmanuel Macron ne l'a pas évoqué.
Et puis il n'a pas eu un mot, je le redis, sur la motion de censure qui a été adoptée. Ça fait 60 ans dans ce pays qu'elle n'avait pas été adoptée, qu'un Premier ministre n'avait pas été renversé. C'est quand même un fait politique majeur. On a l'impression qu'Emmanuel Macron vit dans un monde qui n'existe pas. Une personne qui aurait vécu à l'extérieur de la France l'année 2024, elle serait loin d'imaginer que nous avons un président dont 60% des Français souhaitent le départ. Donc nous avons un président qui n'a plus une seule majorité à l'Assemblée nationale, qui est ultra minoritaire. Donc c'est des vœux de déni. Et moi je souhaite véritablement que ce soit les derniers vœux d'Emmanuel Macron, qu'il quitte le pouvoir. Et s'il a véritablement l'intention de consulter le peuple, le seul référendum qui doit être mis sur la table, c'est une élection présidentielle anticipée. Et justement, j'aimerais vous avoir un peu une explication. On a pu lire hier soir dès 21h, donc moins d'une heure après l'expression du chef de l'État, ce post sur les réseaux sociaux de Jean-Luc Mélenchon. Je cite le patron de la France Insoumise, votre parti. Tant que la parenthèse ne sera pas fermée, le courant d'air sera pénible. Il faut finir le travail. #Macron. Concrètement, ça veut dire quoi, Thomas Porte ? Finir le travail, c'est tout simplement faire en sorte que le président de la République démissionne. Nous, vous savez, on a déjà déposé il y a quelques mois à l'Assemblée nationale une procédure pour le destituer. À l'époque, ça a été bloqué au bureau de l'Assemblée nationale par Marine Le Pen qui s'y est opposée, donc qui n'a pas permis qu'il y ait une étude et potentiellement un vote après. Et nous, effectivement, notre bataille politique aujourd'hui, elle se situe pas au niveau de François Bayrou, que nous censurerons et on déposera une motion de censure, il n'y a pas de surprise là-dessus, mais au-delà de la personnalité de François Bayrou, des politiques qui vont être menées par François Bayrou dans la continuité de Michel Barnier, c'est la politique d'Emmanuel Macron. Et le verrou démocratique dans ce pays, celui qui pose problème et qui bloque les institutions, c'est Emmanuel Macron. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer pendant 25-30 mois avec des gouvernements qui sont censurés tous les 3 mois et qui tombent. C'est pas sérieux. Et encore une fois, quelle politique doit être menée dans ce pays ? Je crois que ça a été tranché aux élections législatives de manière assez nette. Et je le redis, le président de la République, sa politique est battue dans ce pays. Elle est minoritaire, donc on ne peut pas avoir un président qui nous explique qu'il va continuer à décider, qu'il sera vigilant sur les dépenses budgétaires, qu'il proposera un certain nombre d'idées. Non, ce président-là n'a plus la main et terminer le travail, c'est obliger Emmanuel Macron aujourd'hui à quitter le pouvoir pour provoquer une élection présidentielle anticipée. C'est ça que veut exprimer Jean-Luc Mélenchon dans le post Twitter que vous évoquez. Mais pourquoi, Thomas Porte, vous demandez une élection présidentielle anticipée et non pas de nouvelles élections législatives à compter du mois de juin ? Mais parce que les élections législatives, d'abord, vous avez raison de dire, ça peut être qu'au mois de juin. Oui. Ça, c'est une première échéance. Une élection présidentielle anticipée, ça peut être entre 25 et 30 jours. Donc, c'est extrêmement rapide. Ça peut se dérouler fin du mois de janvier ou début du mois de février, c'est Emmanuel Macron. Oui, mais si d'ici un mois, une élection présidentielle anticipée a lieu, c'est pas pour autant que l'Assemblée nationale changera. Et la situation de blocage sera potentiellement, entre guillemets, la même avec un nouveau président. Oui, mais il y aura certainement un président qui sera élu sur un projet clair et qui respectera le mandat populaire qui lui est donné. Faire une élection législative dans quelques mois qui donnera très certainement le même résultat et qu'on ait un président de la République qui derrière fasse comme si de rien n'était, ça sert à quoi en fait ? À rien. Aujourd'hui, Emmanuel Macron ne respecte pas la volonté populaire. Je crois que nous avons besoin que les Françaises et les Français reviennent aux urnes massivement sur la question de la souveraineté populaire. Et l'élection présidentielle, c'est le suffrage universel direct pour envoyer un message clair et donner un cap politique au président de la République. Aujourd'hui, on a un président de la République qui porte un cap politique qui est minoritaire. Et je pense que Jean-Luc Mélenchon n'est pas le seul. Nous ne sommes pas les seuls à demander le départ du président de la République. J'ai vu que Jean-François Copé, David Lisnard, qui ne sont pas mes amis politiques, Hervé Morin, le président de la région de Normandie, sont des gens qui aujourd'hui disent que tant qu'Emmanuel Macron n'aura pas quitté le pouvoir, le pays sera bloqué, parce qu'on parle beaucoup de chaos, d'instabilité, d'incertitude. Personne ne souhaite une instabilité ou une incertitude pour les Françaises et les Français, mais celui qui crée cette situation de fait, parce qu'il n'a pas respecté le résultat d'une élection législative, c'est Emmanuel Macron. Donc le verrou, il est à ce niveau-là, et quand on veut débloquer une situation, il faut faire sauter le verrou. Et je crois qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron doit partir. Moi, je pense qu'il va partir, c'est qu'une question de temps, même si son discours hier était très martial en disant « je vais rester, je m'inscris jusqu'en 2050, je vais porter des projets », sa situation aujourd'hui, elle n'est pas tenable dans le pays. Écoutez, merci beaucoup Thomas Porte, député insoumis de la 3e circonscription de Seine-Saint-Denis, d'avoir accepté l'invitation d'Europe 1. Très bonne journée à vous, à très bientôt sur l'antenne d'Europe 1. Merci beaucoup. On marque une courte pause, du moins on va passer au flash information de 11h30, puisqu'il est 11h30 sur l'antenne d'Europe 1. Et dans un instant, on retrouve Jean-Christophe Gallien, politiquant et communicant. Et nous serons en ligne avec Karima Deli d'Europe Écologie Les Verts, députée européenne. Les informations avec Europe 1, 11h, 13h,
Jacques Serret et vous. 11h33 sur Europe 1, Jacques Serret et vous, la suite. Très belle matinée. On vous retrouve avec vos deux invités. Jacques, pour décrypter les vœux du président hier soir. Il y a Karima Delli, eurodéputée écologie Les Verts, et Jean-Christophe Gallien, le politologue et communicant politique. Absolument. Jean-Christophe Gallien, juste pour rebondir avec vous, on était en ligne avec Thomas Porte, député insoumis. On a le sentiment que les élus de la France insoumise sont extrêmement virulents à la suite de cette allocution d'Emmanuel Macron, que la pression finalement augmente encore et encore sur le fait de la potentielle démission du chef de l'État. On voit bien ce qui est à l'œuvre en fait. En réalité, il y a une première narration qui a réussi à imposer dans le débat public quelque chose qui était inimaginable il y a quelques mois encore. C'est le départ anticipé du président de la République. Il y a 6 mois, cette question n'existait pas, Jean-Christophe Gallien. Exactement, et là, elle existait. On a passé un quart d'heure avec Thomas Porte à nous expliquer, à réclamer cette démission du président. Oui, 2 fois. Il l'a dit à 2 reprises, mais Jacques, vous qui suivez, qui êtes au plus près des battements de la vie politique française, vous savez qu'elle existait en dehors du débat public. Elle existait dans des couloirs, elle existait dans des rédactions, elle existait dans les couloirs de partis politiques, mais elle n'existait pas au cœur du débat public. Ça a été une réussite de ce point de vue-là. Donc ça, c'est la réussite d'une première narration. Le président de la République, finalement, lui en face, à travers ses vœux, il déclenche quelque chose qui est une autre incarnation. C'est voilà, on me dit que je dois partir, moi je vous raconte ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire que voilà, oui, peut-être, j'ai dissous l'Assemblée nationale, mais il me demeure une légitimité qui est la mienne. Et la mienne, elle me permet, avec certains outils, de dialoguer directement avec le peuple français si jamais l'instabilité continue. Et il a rappelé que lui, il voulait cette année, non pas un réarmement, l'année dernière, le mot c'était réarmement collectif, cette fois-ci c'est un rassemblement collectif. Et donc, il impose à l'Assemblée nationale, en tout cas, il demande à l'Assemblée nationale de trouver le moyen, comme dans d'autres démocraties, il l'a dit, il a parlé de l'Allemagne, vous voyez, autour, il a dit, il faut être des grands garçons et des grandes personnes, plus exactement, et trouver un moyen de s'accorder sur certains grands sujets. Sinon, je vous le dis, je parlerai directement en français. Jean-Christophe Gallien, politologue et communicant, et nous sommes en ligne avec Karima Delli, eurodéputée écologiste. Bonjour Madame Delli. Bonjour. J'imagine bien évidemment que vous avez suivi également cette allocution du chef de l'État. Est-ce que vous, à Europe Écologie Les Verts, vous êtes sur la même ligne que les Insoumis, sur la même ligne que Jean-Luc Mélenchon, que Thomas Porte par exemple, qui était l'invité d'Europe 1 il y a quelques minutes, à savoir, est-ce que vous réclamez vous aussi le départ d'Emmanuel Macron en ce début d'année 2025 ? Non, mais ce que nous sommes assez conscients, c'est que l'histoire n'oubliera pas qu'Emmanuel Macron, le président qui a choisi la dissolution, qui malheureusement nous met dans une instabilité politique et institutionnelle qui n'est pas acceptable, alors qu'il y avait d'autres solutions. L'intervention de notre président hier a montré que les tours de passe-passe ne sont pas des solutions aux Français. Il faut bien se rendre compte dans la situation politique dans laquelle on est. On attendait un président de la République qui amène réellement pas un mea culpa, parce que franchement c'est pas ça l'objectif, mais qui nous donne une piste, une feuille de route très concrète de cette année sur qu'est-ce qu'ensemble nous allons faire pour relever la situation sur la question du pouvoir d'achat, sur la question de l'emploi, sur la question de la réindustrialisation de la France et notre place en Europe. Vous voyez, c'est ça dont on attendait. Alors moi je retiens juste un petit peu cette évocation, alors on en parle un peu dans vos journaux ce matin et dans de nombreux journaux, c'est cette volonté d'utiliser des nouveaux instruments, que ce soit le référendum ou la convention, les conventions citoyennes. Mais attention, chacun devra prendre ses responsabilités parce que, souvenez-vous, il y a eu des conventions citoyennes en France qui ont, par exemple, je pense à la convention citoyenne sur le climat, qui pour la première fois avait réuni des citoyens sur des sujets un peu parfois techniques, mais pendant des semaines, ils ont réussi à relever le défi et à proposer 146 propositions, et sur les 146 propositions, seulement 11% de ces propositions ont été adoptées à l'Assemblée nationale. Donc ça veut dire que techniquement, on ne peut pas jouer maintenant avec la vie des Français. C'est-à-dire que lorsqu'on s'engage sur ce genre d'outils, il faut respecter la parole des Français, et sur des sujets aussi clés, on ne peut plus se permettre justement de les décevoir. Une dernière chose que je dois vous dire, c'est qu'il aborde aussi un objectif 2050. Alors 2050 pour le climat, c'est véritablement
avoir une vision à long terme. Là, je n'ai pas vu de vision à long terme. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons plus le choix de dire le dérèglement climatique, et j'ai une pensée pour tous les habitants de Mayotte, c'est maintenant que ça se joue le dérèglement climatique. On ne peut plus faire du blabla, nous avons besoin des résultats.